Le Burkina Faso, le Mali et le Niger quittent la Cour pénale internationale, c'est officiel. L'AES n'en fait plus partie. La CPI a répondu, c'est un recul préoccupant dans la lutte contre l'impunité dans le Sahel. Ah, très drôle. Alors, naturellement, une vague de questions nous traverse. C'est quoi la CPI? Quel est son rapport à l'Afrique? Et pourquoi l'AES a décidé de la quitter? Premier point, c'est quoi la CPI? La Cour pénale internationale. En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde découvre l'ampleur des crimes nazis lors des procès de Nuremberg. Pour la première fois, des dirigeants d'un État sont jugés non pas par leurs ennemis, mais par une juridiction internationale, le TMI, Tribunal militaire international, créé par les alliés vainqueurs, États-Unis, Royaume-Uni, France et URSS. Cette expérience montre qu'il est possible de rendre justice au nom de l'humanité tout entière. Les années qui suivent sont cependant marquées par la guerre froide, Ouest contre Est, et l'idée d'une juridiction internationale permanente reste en sommeil. Puis, dans les années 1990, deux tragédies secouent la planète, le génocide au Rwanda et la guerre en ex-Yougoslavie. Devant ces crimes de masse, l'ONU crée deux tribunaux pour chacune des deux tragédies. Mais un constat s'impose. À chaque nouvelle tragédie, il faudra toujours créer un tribunal spécial, ce qui rend le procès trop lent et trop coûteux. C'est alors qu'une idée renaît, avoir une juridiction permanente, toujours prête à juger les crimes les plus graves. En 1998 à Rome, sous l'initiative de l'ONU et grâce à la mobilisation de nombreux États et ONG, le statut de Rome est adopté. La Cour pénale internationale est officiellement créée. Elle entre en fonction le 1er juillet 2002. Son siège est à La Haye, aux Pays-Bas. Sa mission officielle, juger les personnes accusées de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. La CPI va compter plus de 120 pays signataires. Mais des pays comme l'Inde, la Chine et Israël n'en font pas partie. Même les États-Unis qui ont participé activement aux négociations du statut de Rome en 1998 n'ont jamais ratifié le traité car ils craignaient que des soldats ou dirigeants américains puissent être poursuivis pour leurs interventions militaires dans le monde. Ouais, vous savez, ils foutent le bordel partout. Alors, quel est le rapport de la CPI à l'Afrique? Déjà, le premier pays au monde à ratifier le statut de Rome est le Sénégal le 2 février 1999. Mis à part des pays comme le Cameroun, la majorité des pays africains francophones en font partie. Depuis sa création, la CPI a eu 6 présidents venant de tous les continents. Côté Afrique, c'est le Nigérien Chil Eboe Osodji qui a présidé la Cour de 2018 à 2021. Le Mali est membre depuis le 16 août 2000, le Niger depuis le 11 avril 2002 et le Burkina Faso depuis le 16 avril 2004. Maintenant, venons à la question centrale. Pourquoi les pays de l'AES ont-ils décidé de quitter la CPI? Depuis sa création, la CPI, à tort ou à raison, a tendance à ne viser que les dirigeants africains. L'ancien président du Libéria, Charles Taylor, jugé à La Haye, mais condamné par le tribunal spécial pour la Sierra Leone, Muammar Kadhafi visé par un mandat d'arrêt, l'ancien président soudanais Omar al-Béchir, l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta et l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Taylor et el-Béchir ont commis des massacres, c'est vrai, mais il est triste de constater que lorsque d'autres présidents occidentaux commettent des massacres envers leur population ou participent à des guerres à l'étranger, la CPI ferme systématiquement les yeux. En 2011, la France, les États-Unis et d'autres pays ramènent des terroristes du Moyen-Orient pour faire sauter Kadhafi. Après la mort de Muammar, ces terroristes financés par l'Occident commencent à créer le chaos dans de nombreux pays africains à travers des groupes terroristes comme Boko Haram. Les morts se comptent aujourd'hui en millions. Face à la responsabilité des Occidentaux dans le développement ou même la création de ces mouvements terroristes, la CPI demeure aveugle. Toutes les interventions américaines injustifiées dans le monde au nom du pétrole, en Irak, en Somalie, au Guatemala, en Serbie et un peu partout, la CPI demeure aveugle. Une autre anomalie très révélatrice. Après l'attaque de l'Ukraine, un mandat d'arrêt est prononcé contre Poutine. Toutefois, l'Ukraine avait aussi revendiqué clairement des attaques terroristes contre les pays du Sahel. Zelensky n'a jamais été inquiété par la CPI. Vladimir est condamné pour avoir attaqué l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas condamnée pour avoir attaqué le Sahel. Poutine et Benjamin Netanyahou, tous deux visés par des mandats d'arrêt de la CPI, circulent dans le monde sans gêne. Certains diront que c'est parce qu'ils n'ont jamais ratifié le statut de Rome. À cela, je réponds, Laurent Gbagbo a été interpellé, transféré et jugé en 2011, alors que la Côte d'Ivoire n'a ratifié le statut que le 15 février 2013. Le Sahel a attiré l'attention de la CPI plusieurs fois contre de nombreux chefs terroristes.
Bizarrement, des mandats d'arrêt n'ont jamais été délivrés et certains ont même été déclarés morts à tort. On constate donc que les Africains peuvent être visés et condamnés, mais les autres non. Et même quand les Africains se plaignent, l'accusé n'est pas inquiété. Le deux poids deux mesures est flagrant. Que ce soit la CPI, l'ONU ou encore d'autres institutions internationales, elles ne servent à rien pour nous Africains. Ces institutions servent aux puissances qui veulent plier l'Afrique. Car oui, quand un président veut le bien de son pays et est soutenu par son peuple, naturellement, il gêne les intérêts du colon. Comme depuis la nuit des temps, celui-ci veut l'écarter. Et pour écarter ces présidents qui veulent redresser leur pays, les colons peuvent faire du chantage à travers le FMI, la Banque mondiale ou encore la CPI pour condamner ceux qui ne veulent plus voir au pouvoir. Une cour pénale sahélienne a donc été créée. Au problème africain, des solutions africaines. Vous êtes nombreux à regarder sans vous abonner. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était Yann d'Histoire d'Afrique. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Alors, certains de vos détracteurs vous ramènent régulièrement une phrase, et cette phrase remonte aux premiers instants de votre prise de pouvoir, quand vous disiez que si tout est mis en œuvre, 3 mois suffiraient pour tendre vers la fin de la guerre. Et ces détracteurs disent aujourd'hui que 3 ans plus tard, la guerre n'est pas totalement terminée. Monsieur le Président, ce soir, que leur répondez-vous? D'accord, merci beaucoup. Et merci à tous d'être venus pour cette interview. C'est vrai, c'est ce que nous aurons souhaité, mais les choses n'ont pas été comme on le pense. Et je dis si tout est mis en œuvre. Alors, il y a plusieurs perspectives à mettre en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif dans ce laps de temps. Mais tout n'a pas été mis en œuvre comme on le souhaitait. Primo, l'adversité. Alors, dès que nous sommes arrivés au pouvoir, nous aurons espéré qu'on nous laisse travailler très rapidement et pouvoir avancer. Malheureusement, certaines personnes nous ont approchés et ont voulu que nous allions dans leur sens parce que leur objectif n'était pas que la guerre finisse de sitôt. Je veux parler de certaines forces étrangères qui étaient présentes sur notre sol. On a eu des débats houleux avec des diplomates venus d'ailleurs sur la question, mais personne ne voulait qu'on aille dans le sens de finir cette guerre. Nous l'avons compris à travers les messages. S'il arrivait que des gens viennent jusqu'à nous dire qu'il faut qu'on accepte qu'ils soutiennent les terroristes et nous soutenir également, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est une guerre entretenue. Donc nous avons très vite compris, on s'est débarrassé de toutes les forces qui étaient présentes ici, que ce soit les forces françaises, les forces américaines, et nous avons compris que la lutte sera âpre. La deuxième chose aussi était nous croyions que nous avions quand même un minimum d'armes et de munitions en stock. Aujourd'hui, je peux vous dire ce que j'ai trouvé par exemple en stock. Il y avait en tout et pour tout au Burkina Faso moins de 100 000 cartouches de Kalachnikov. Et les armes, nous avions à peine une centaine. Comment est-ce qu'on pouvait faire la guerre? Il fallait se rééquiper, redoter l'armée en effectif, en armement et tout. Ce qui a fait que l'objectif de 3 mois, si ces conditions préalables étaient réunies, c'était bien possible. Mais il n'y avait rien. On n'était pas préparé à la guerre, tant sur le plan équipement que sur le plan effectif. Justement, Monsieur le Président, vous venez de le dire, quand vous prenez le pouvoir, si on veut caricaturer, il y avait plus d'hommes que de munitions dans l'armée burkinabé. Et aujourd'hui, où en est-on avec le programme d'armement de cette armée-là? Et puis, quels sont les signes qu'elle est en train progressivement de monter en puissance? Très bien, je l'ai dit, je ne peux pas dépeindre toute la situation qu'il y avait, c'était catastrophique. Et comme je l'ai dit, vous pourrez enquêter. Il y a peut-être même dans cette salle des militaires qui étaient sur le front, sans armes. Ça existait dans notre armée. Donc ce sont des situations, on croyait que c'était juste, je ne dirais pas de la mauvaise foi, mais une situation incompréhensible. Pour nous, il y avait des armes et on refusait de les doter. Mais quand on a été face à la réalité, très vite, on s'est résolu à chercher d'abord à armer l'effectif qui était là. Et là, ça a été la croix et la bannière. Parce que beaucoup de puissances ont refusé de nous vendre les armes. Et donc, on s'est tourné vers ceux qui avaient envie de nous vendre les armes. Très vite, on s'est équipé. On a recruté les VDP. On a pu payer tout ce qu'on voulait. Le processus, nous avons fait un plan d'équipement pour une montée en puissance. Et comme vous le constatez depuis maintenant 2 ans, les équipements commencent à rentrer. C'est toujours pas fini. Et ça continue de venir. Peut-être que dans quelques jours, vous verrez encore de nouveaux équipements qui seront présentés, qui sont principalement des équipements d'appui. Parce que d'abord, l'infanterie, il fallait l'équiper.
pour que chaque homme puisse avoir une arme en dotation. Ça, c'était un gros défi. Nous y sommes. On continue de recruter, comme vous le constatez. Chaque année, c'est entre 10 000 et 15 000 hommes qu'on recrute. Ça, c'est un effort considérable. Parce que, quoi qu'on dise, l'adversité est là. Et le volume de terroristes augmente. Parce que les impérialistes recrutent beaucoup de mercenaires qui viennent au Burkina Faso pour combattre. Donc, il faut qu'on s'adapte à la situation. Et maintenant, nous avons notre troisième phase, qui n'est plus d'acheter, mais de fabriquer nous-mêmes. Et nous sommes aussi là-dedans. Donc, c'est ça la montée en puissance. Il faut bien s'équiper, mais aussi créer une industrie de défense. Ça, c'est très important. Dans quelques mois, bien quelques années, on aura ici, nos militaires vont utiliser des armes made in Burkina. Bien sûr. Nous avons la capacité intellectuelle. Il y a de la ressource. Il suffisait juste de chercher. Et voilà. Nous sommes là-dessus. Vous serez surpris sûrement. Alors, Monsieur le Président, cette guerre, est-ce que nous pouvons la gagner? Est-ce que nous allons la gagner? Nous ne pouvons que la gagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Soyez sûrs, nous n'irons nulle part et nous allons gagner cette guerre. Je vous ai dit que la menace mue beaucoup, mais nous nous adaptons. Et la force de l'armée burkinabé, c'est que c'est l'une des armées les plus résilientes au monde. La pression que le Burkina Faso a, et je ne pense pas que sur cette terre actuellement, il y a un pays qui a cette pression. Mais nous tenons, nos hommes se battent et nous nous adaptons constamment à la menace. Et nous comprenons d'où vient la menace, comment ça se manifeste, c'est ça le plus important. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite.